C'est facile, monsieur Jean-Pierre, pour vous et moi qui sommes ici à Kinshasa, d'applaudir notre armée pour dire allez attaquer le Rwanda, allez récupérer Bunagana, bombarder comme vous voulez. Mais ces populations-là qui habitent Bunagana sont nos compatriotes. Ils ne sont pas des Rwandais, ils sont des Congolais. Ils attendent de nous des positions qui peuvent leur permettre d'être libérés du joug de ces voyous, mais en restant vivants. À quoi ça va servir de récupérer Bunagana avec toute la cité perdue, les vies humaines perdues? À quoi ça servirait? Pour qu'on dirige qui? Des arbres? Ça n'a pas de sens. Bref, on ne s'est pas lancé parce qu'on ne craint pas l'échec sur le terrain. Ça n'a rien à voir. Nous sommes supérieurs à toutes ces petites armées inutiles-là. Nous sommes supérieurs. Bien. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les structures internationales qui sont reconnues aujourd'hui. Notre armée est 8e sur le continent. Ce n'est pas que sur l'écrit, mon cher frère. Ce n'est pas que sur l'écrit. Ce n'est pas pour rien que ces voyous utilisent des guerres asymétriques contre nous, parce qu'ils savent que dans une guerre classique, en une journée, ils vont être défaits. En une journée. La vie humaine est plus importante que l'ego. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue. Entre le pour et le contre, il y a le sérieux. Dans cette émission, on reviendra notamment sur la position du président, qui semble clairement exclure
l'hypothèse de faire la guerre au Rwanda. Oui, il faut qu'on en parle. Pendant la campagne, il disait à la moindre escarmouche, il est lui-même revenu expliquant que c'était juste une phrase magique ou sorcière. Ces refus ou cette réserve est-elle expliquée par la crainte de perdre militairement sur le terrain? On reviendra dans l'émission sur les dessous des cartes. Ne quittez pas, restez là. Monsieur notre président qui a repris ou qui a entamé sa première tournée depuis sa réélection contestée. Il a été en Belgique, en Turquie, signé des accords. Il est à Doha au moment même où nous tournons cette émission. On reviendra sur les enjeux de ce déplacement. Parce qu'ici au pays, le président, on pourrait dire qu'il y a une véritable patate chaude entre ses mains. L'affaire Chérubin Okende et les conclusions des enquêtes du procureur général. Jean-Thierry Monsenepo, soyez les bienvenus. Merci. Première émission sur ce nouveau décor des Politicons RDC. On est content que vous soyez là. Merci beaucoup. Parce qu'à tout moment qu'on fait appel à vous, à vos services, vous vous montrez toujours disponible pour éclairer la religion des compatriotes qui ont des questions à se poser. Bien entendu, c'est un devoir, en tant que républicain, de toujours apporter une voix dans le débat global pour essayer de faire inverser la tendance vers ce que moi j'appelle la position républicaine. Comment allez-vous? Très bien. En forme? Parfaitement. À l'heure du positionnement, on a le cœur qui bat, la chamade, parce que on a des ambitions, on voudrait être casé, mais on ne sait pas si ça marchera ou pas, c'est ça? Non, je ne pense pas, pour la simple raison que l'expérience m'a appris que le destin d'un homme n'est entre que les mains de Dieu. Donc, où que vous soyez, où que vous serez, où que vous êtes, n'est que la volonté de Dieu. Donc, s'agiter pour quoi que ce soit n'est qu'une perte d'énergie inutile. Parce qu'en ce moment, il y en a des conseils cherchant à hypnotiser le président. Ce qu'il faut plutôt faire en des moments pareils, c'est de ne se concentrer que sur le pays. C'est ce qui est plus important. Parce que les petites affaires qu'on peut faire, la liberté de mouvement que l'on a aujourd'hui, peut nous quitter n'importe quand si nous sommes distraits. Parce que depuis des décennies, la RDC a toujours été visée par des individus qui pensent qu'il faille découper ce pays. Parce qu'ils jugent les Congolais incapables de gérer cette mastodonte, d'une part. D'autre part encore, il y a de ceux et celles qui pensent que la RDC ne pourrait devenir qu'une grande puissance que si on la laissait tranquille. Et que demain, on risque de se réveiller avec une Chine en Afrique. Et c'est ça la mission qu'ils se sont donnée, c'est de déstabiliser le pays. Et à nous, d'être vigilants. D'être vigilants. Vous avez signé cette semaine une tribune, Félix Tshisekedi, artisan de la paix. Vous essayez de justifier la position du président de ne pas engager la guerre contre le Rwanda comme il nous l'avait promis pendant la campagne. Question directe. Le président s'est-il rétropédalé? Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette question et je voudrais vraiment que vous me donniez un peu de temps pour répondre à cette brillante question parce que il est important de revenir en arrière pour ensuite expliquer ce qui peut être fait ensuite et les positions actuelles. Alors, mon souhait, c'est d'abord de vous faire comprendre que la République démocratique du Congo vient de loin. Le départ de l'existence de ce pays provient de l'État indépendant du Congo lorsque le roi belge a, ensemble avec ses pairs, réuni ses puissances lors de la conférence de Berlin. Vous devrez savoir, monsieur Jean-Pierre, que la raison même de la conférence de Berlin, ce n'était pas forcément pour une première idée le partage de l'Afrique, mais plutôt la mainmise sur la République démocratique du Congo. Oui. Étant donné la grandeur de ce pays, le roi belge avait à l'époque laissé ce pays ouvert à l'exploitation internationale. Et je peux vous assurer que, jusqu'à aujourd'hui, il y a des individus qui continuent à penser, dans certaines sphères occidentales, que la RDC
est ouverte où tout le monde peut venir puiser où il veut et faire son chiffre. Le péché de la plupart de nos héros était de dire non à cette pensée et de pouvoir les inviter à venir discuter avec nous autour d'une table pour que chacun tire son parti des exploitations de notre pays. C'est comme ça que Lumumba a été tué, c'est comme ça que Mouzé a été tué, et le péché aux yeux de ces gens, du président Tshisekedi, c'est d'avoir questionné le monde sur l'injustice qu'il a constatée du fait que les sociétés minières ont engrangé en 5 ans, de la période allant de 2013 à 2018, un montant de 84 milliards contre à peine 800 millions que la RDC a eu à gagner. Deuxième péché, à leurs yeux, c'est d'avoir décidé de mettre en place un système où les Congolais pouvaient sous-traiter la plupart des services qui sont portés par ces sociétés étrangères. Parce que je peux vous informer qu'en Occident aujourd'hui, et même dans certains pays d'Afrique centrale, le fait même que le chef de l'État ait donné le pouvoir à la respect a asséché certaines sociétés, et certaines sociétés ont même fermé, il y a des emplois qui ont disparu. Donc même au niveau de nos pays frontaliers, les gens avaient cette impression-là que le Congo est un gros éléphant où chacun pouvait venir couper son morceau. Maintenant, le souci était double. Le premier souci, c'était celui d'utiliser un cheval de Troie pour exploiter le Congo de manière illégale, c'est-à-dire créer son pays comme un corridor, faire en sorte que les artisanaux qui viennent exploiter les mines, des minerais importants, ne puissent pas aller vers les centres de négoce du pays, mais plutôt vers Kigali, pour qu'ils puissent prendre ces minerais de manière presque gratuite et aller les revendre et les exploiter ailleurs. Lui-même, le président Kagame, l'a reconnu lors de son dernier meeting qu'on appelle Rwanda Today. Le deuxième élément, c'était de distraire les responsables de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo se relève avec une organisation, avec une armée, avec un développement assuré, ça va casser tout ce qu'ils font comme contrebande en RDC. Donc il faut de partout soutenir des petits groupements pour déstabiliser le pays. Ici à Kwamouth, dans l'est du pays, en Ituri et ainsi de suite. Okay. Alors le chef de l'État a vu tout ça venir et il a compris que le Rwanda est un cheval de Troie. Certes, il faut régler le problème du Rwanda, mais il faut aussi au-delà régler le problème des commanditaires du Rwanda, c'est-à-dire le point final là où tous ces minerais de contrebande arrivent. D'où l'importance de la diplomatie. Maintenant, vous avez posé une question importante. Comment se fait-il que le président de la République, qui a parlé de la guerre, est aujourd'hui en train de parler... Il a dit qu'on pouvait atteindre Kagame chez lui à partir des Goma. Et le chef de l'État ne parle pas en l'air, parce que vous savez que l'ONG, Global Firepower, qui est responsabilisée pour essayer d'étudier et analyser les forces militaires de chaque pays, classe la RDC à sa 8e place. En 2018, nous étions à la 12e place. Aujourd'hui, on occupe la 8e place. C'est en tenant compte du nombre de nos militaires, de l'armement que nous avons et du budget alloué pour notre armée, pour notre défense. La RDC se trouve en 8e place, là où le Rwanda n'est même pas classé. La vérité aujourd'hui est que sur le plan tactique militaire, nous pouvons battre ce pays en un mois de temps. Mais seulement la question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons vu que ces terroristes du M23, avec leur soutien des RDF, peuvent bombarder aveuglément pour tuer les populations, pourvu pour eux d'avoir une main mise sur un territoire. On a vu ça à Kishiché, où ils ont éliminé plus de 200 personnes. On a vu ça aussi dernièrement à Saké. Est-ce que le gouvernement qui est responsable peut aller dans ce terrain-là? Aujourd'hui, le chef de l'État peut donner l'ordre au général Chiwewe. En déclarant qu'à la moindre escarmouche, on n'avait pas mis pris en compte tous ces éléments. Je suis en train de venir. Oui. Le chef de l'État peut dire au général Chiwewe aujourd'hui de récupérer Bunagana à la minute. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que ces terroristes du M23 utilisent les populations comme bouclier humain. Donc, ils peuvent facilement déstabiliser cette contrée, tuer nos compatriotes et s'en aller dans la forêt ou disparaître dans un pays voisin comme ils ont l'habitude de le faire. Mais nous, on va perdre. C'est-à-dire que nous sommes dans un cas de circonstance où il faille soit sacrifier nos populations, soit aller vers une énième chance qui pourrait permettre à ce que ces gens puissent dégager et que nous puissions récupérer nos contrées sans que nos populations perdent de vie. Dans ce cas, pendant la campagne, le président s'est-il lancé sur
en tenant ce discours, il était plutôt... Non. Le président de la République avait parlé de cela parce que, en réalité, l'idée de toutes ces personnes était double. 1. D'attaquer Goma et de récupérer cette ville. 2. D'attaquer sur un autre front Bukavu. 3. D'attaquer un autre front ici à Kinshasa en passant par l'axe de déstabilisation de Kwamut. Et 4. Même essayer de toucher les institutions ici à Kinshasa. C'était ça le plan qui était sur la table. Et il fallait comme ça embraser tout le pays en créant même un foyer au niveau de la province orientale. Tout était organisé. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui, des têtes sont en train de se relever pour dire nous faisons partie de ces groupements rebelles, nous ceci, je cite là, le cas de Corneille Nangaa, le cas de certains de nos amis qui se retrouvent dans ce camp-là, et le cas récemment de l'honorable Mamba. C'est pour vous dire que le chef de l'État n'avait pas tort. Maintenant, au-delà du fait que nous pouvons perdre les âmes de nos compatriotes, il y a le fait que si aujourd'hui le chef de l'État lançait une guerre, il porterait la responsabilité d'une grande déstabilisation en Afrique centrale. Parce que justement, nous avons en face de nous des gens qui n'ont l'idée que du terrorisme et de la déstabilisation. C'est tout ce qu'ils cherchent. Mais maintenant, alors que le président Tshisekedi cherche plutôt la paix pour l'Afrique dialogue, centrale. Donc, là on vous dit, il avait dit en son temps, le président Tshisekedi, qu'il ne rencontrera jamais Paul Kagame pour discuter de quoi que ce soit. Non, mais attendez, lorsque le président de la République dit qu'il ne rencontrera jamais Paul Kagame pour discuter de quoi que ce soit, il s'agit principalement de la question liée au fait que Paul Kagame, jusqu'à aujourd'hui, continue à nier, ou continuait à nier, que ses troupes ne se trouvent pas en RDC. Mais aujourd'hui, il le reconnaît, par ses propres dires. Par ses propres dires. Donc aujourd'hui, la donne a changé. Monsieur Kagame, aujourd'hui, lorsqu'il dit que nous sommes obligés de tenir nos responsabilités par rapport à nos propres frontières et que nous allons même aller chez le voisin, il reconnaît. Sa posture est en train de changer. Il est en train de reconnaître qu'il a déployé des troupes chez nous. Vous avez tout à l'heure parlé de la question du communiqué de l'Union européenne qui nous charge de collaborer évidemment avec les FDLR. Qui nous demande de cesser d'apporter le soutien au FDLR. C'est justement ça le problème qui nous choque, c'est que nous avons en face de nous un agresseur connu qui lui-même reconnaît. Les experts des Nations Unies ont des preuves, notre armée a présenté des preuves, mais je mets quiconque à défi aujourd'hui d'apporter une seule preuve d'une collaboration ouverte entre les FARDC et les FDLR. Lorsque l'Union européenne... Pourtant, c'est le refrain qui ne vient pas seulement que de l'Union européenne, des États-Unis également. Mais attendez, ce genre de refrain aussi, on les a écoutés aux Nations Unies lorsqu'on nous a dit que l'Irak avait une bombe de destruction massive. Ça veut dire qu'on peut aussi se baser sur du faux, sur des fausses informations. Nous avons ici des cas factuels. Nous, la RDC, notre diplomatie est factuelle. Nous présentons les éléments de preuve qui chargent le Rwanda d'avoir traversé sa frontière et soutenu les terroristes du M23 pour déstabiliser notre pays. Quel est le fait aujourd'hui qui est présenté, qui démontre noir sur blanc que nos troupes ont collaboré avec les FDLR? Lorsque le chef de l'État parle des FDLR fantomatiques, ce n'est pas une vie de l'esprit. Ces individus sont entrés dans notre pays en 1994. La plupart d'entre eux avaient une moyenne âge de 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, ça signifie que la plupart d'entre eux sont septagénaires. Vous imaginez vraiment que des gens comme ça peuvent être dangereux, sans oublier que, sous le président Joseph Kabila, pendant un mois, l'armée rwandaise aux côtés des FARDC de la MONUSCO ont traqué les fameux FDLR. À l'issue, une cérémonie a été tenue à Goma pour remercier la RDC d'avoir collaboré contre cette question. Et il y a eu des résultats, selon le Rwanda, qui étaient positifs. Plus loin encore, 2 ans après, la MONUSCO a fait le même exercice. Et je ne vous dirai pas ce qui s'est passé en 1996, lorsque James Kabarebe lui-même parle du camp de Bugunga, où il explique comment est-ce que les FDLR ont été traqués par l'armée rwandaise toujours, en 1996. Et rappelez-vous même lorsque les experts des Nations Unies voulaient venir ici, envoyés par Madeleine Albright, pour faire des expertises sur des meurtres des FDLR et même des populations Tutsi, des populations Hutu et Tutsi modérées, perpétrées sur le territoire congolais, qui étaient des réfugiés bien sûr,
par le pouvoir de Kigali via sa branche armée qui accompagnait l'FDL. Donc ça signifie que ces FDLR finalement sont comme des virus qui se multiplient à vue d'air. Ça ne s'explique pas. Et comment expliquer que cette thèse vient de partout et soulevée de part et d'autre? Pourquoi notre diplomatie n'arrive-t-elle pas à renverser la tendance? Déjà, il faut savoir que notre diplomatie a beaucoup travaillé pour, premièrement, casser l'embargo qui était sur la RDC. Deuxièmement, notre diplomatie a travaillé pour qu'aujourd'hui, le monde entier reconnaisse dans le chef du Rwanda une agression envers le Congo. Notre diplomatie a travaillé parce qu'il y a tout un power center qui a été créé pour démontrer justement que notre armée a travaillé avec les FDLR et les groupes armés afin d'obtenir des Nations Unies des sanctions en termes d'embargo sur les armes contre notre armée, pour nous faire revenir en arrière et arrêter cette progression en puissance de feu que le chef de l'État a implémentée dans l'armée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes ces actions ont échoué. Donc, ceux qui sont encore en train de tenir ce refrain, nous leur disons une chose, apportez-nous les preuves, nous voulons des faits. Quelle est cette collaboration qui ne se démontre pas? Comment se fait-il aujourd'hui que nous, la RDC, nous sommes envahis par le M23, par les ADF? Nous voyons et nous documentons chaque jour les attaques de ces terroristes sur nos populations. Mais citez-moi un seul jour où ces FDLR fantomatiques ont déstabilisé le Rwanda, même une seule contrée. Il n'y en a pas. Donc ça signifie qu'on utilise les FDLR comme une justification par rapport à une question donnée, principalement celle de l'exploitation illégale de nos minerais. Et la thèse du Rwanda, qui nous semble être portée par plusieurs, ça veut dire qu'en termes diplomatiques, le Rwanda garde une légère avance par rapport à nous. Pas du tout. Parce que le Rwanda... Parce que même partout où on condamne son activisme chez nous, on finit par nous dire « arrêtez de soutenir le FDLR ». Non, ce n'est pas partout. C'est l'Union européenne. Et je pense que les voyages que le chef de l'État fait, c'est pour faire entendre justement cette antithèse. Le Rwanda n'a pas une diplomatie plus que nous. Le Rwanda, en réalité, n'est que le bouc émissaire de toutes ces puissances-là. On ne peut pas, aujourd'hui, dire que le Rwanda peut être plus que le Congo, alors qu'en réalité, le Rwanda est en train de figurer parmi les pays les plus pauvres. Ce pays est obligé de dealer avec Londres pour obtenir l'arrivée des réfugiés afghans, pour avoir au passage 144 millions de livres seulement. Donc ça signifie que ça, ce n'est pas un problème pour nous. Une diplomatie. De quelle diplomatie on parle? Des fois, ici au Congo, nous avons la mauvaise habitude de donner de l'ampleur à ce qui n'existe pas. Quelle est cette diplomatie extraordinaire que le Rwanda a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais regardez par contre là où nous on vient. Nous venons d'où? Nous venons d'être un pays sous embargo. Nous étions un pays où personne ne nous écoutait. Qui était du côté du Congo? Personne. Personne, absolument personne. Qui pouvait documenter la présence du Rwanda sur le territoire congolais? Personne. Aujourd'hui, après le discours belliqueux tenu par le président, beaucoup attendaient évidemment qu'on fasse la guerre. Disons que cette option... Ce n'est pas un discours belliqueux. Bien. Je crois c'est une mise en garde. Il s'est exprimé lui-même là-dessus lors du dernier briefing. Oui. Pour l'instant, c'est remis en tiroir. On reverra ça plus tard, c'est ça? Non, ce n'est pas question que c'est remis en tiroir. Un pays, lorsqu'il crée sa constitution, prévoit les actes de guerre. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de tiroir quelconque. Mais aujourd'hui, un responsable doit se poser 2 fois la question avant de faire la guerre. Parce qu'attendez, la guerre n'offre que 2 issues, ou les affrontements n'offrent que 2 issues. Soit vous négociez, soit vous faites la guerre, mais ensuite vous négociez. Alors, s'il y a la possibilité de négocier sans passer par la guerre, parce que nous ne pouvons pas agir comme cette femme dans l'histoire de Salomon qui a accepté qu'on découpe le bébé. Parce que la vie de chaque Congolais compte. Mais quand on menaçait, quand on a lancé la mise en garde, c'est évidemment, on peut dire qu'au cas où il n'y a pas d'autre option, on ferait la guerre. Oui, vous avez très bien dit, au cas où il n'y a pas d'autres options. Mais la sous-région, nos partenaires, nos pays amis tels que les États-Unis, nous supplient, ont supplié le chef de l'État pour donner une énième chance à la diplomatie. Pourquoi refuser du moment que la diplomatie
peut sauver les vies de nos compatriotes. Et ça fait une année qu'on fait du surplace avec ce processus de Luanda ou de Nairobi. Il n'y a pas de retard par rapport à la paix. Si Mandela avait suivi les sirènes de Va en guerre, aujourd'hui l'Afrique du Sud ne serait pas cette nation arc-en-ciel. Les Noirs allaient se rentrer dedans avec les Afrikaners avec les Bushmen, et ainsi de suite. Ce pays allait s'annihiler. Donc à un moment, il faut avoir du recul et se dire que la vie de mes compatriotes compte. Parce que l'ADN du chef de l'État est différente de l'ADN de ces voyous. Là où eux voient les populations comme des boucliers humains, lui voit comme ses compatriotes qu'il doit protéger. Mais en face, on peut penser qu'on est des faibles, qu'on a menacé pour rien, on a aboyé, on finish pour ne pas mordre. Mais attendez, lorsque le Christ remet l'oreille du centurion qui est venu pour l'arrêter, que Pierre a eu à découper avec son épée, c'est vrai que face à ses apôtres, Jésus est apparu faible. Mais voyons la vision de sauver le monde entier. Il a accepté qu'on le prenne pour faible. Mais en finalité aujourd'hui, où est le centurion? Où est Pierre? N'est-ce pas Jésus qui a été élevé et couronné par le Père? Alors à la moindre escarmouche, c'était un discours essentiellement électoraliste. Hein. Vous pas forcément, avec moi, c'était une mise en garde. Et les mises en garde sont importantes. Et je peux vous dire que ça a sauvé énormément de situations. Je vous ai parlé d'un plan de déstabilisation qui était prévu. Et les élections qu'on a passées ici étaient l'élément déclencheur de ce plan. L'élément déclencheur de ce plan. Et la plupart d'entre eux ont déchanté, 1, avec cette mise en garde du chef de l'État, et 2, avec la population qui a massivement voté pour le chef de l'État. Même ceux qui aujourd'hui se font passer pour nos amis étaient dans ce camp-là. Ils espéraient, ils calculaient qu'il y ait une déstabilisation de la RDC. Malheureusement, leurs calculs ne sont pas ceux de Dieu. Alors, jusqu'à quand on prendra le temps pour continuer à dialoguer par-ci, par-là, jusqu'à ce que nous allons récupérer le moindre centimètre de notre pays. Ce n'est pas une honte de dialoguer, ce n'est pas mauvais d'utiliser de la diplomatie, au contraire, c'est la voie de la sagesse. Parce que c'est facile, M. Jean-Pierre, pour vous et moi qui sommes ici à Kinshasa, d'applaudir notre armée pour dire allez attaquer le Rwanda. Allez récupérer Bunagana, bombarder comme vous voulez. Mais ces populations-là qui habitent Bunagana sont nos compatriotes. Ils ne sont pas des Rwandais, ils sont des Congolais. Ils attendent de nous des positions qui peuvent leur permettre d'être libérés du joug de ces voyous, mais en restant vivants. À quoi ça va servir de récupérer Bunagana avec toute la cité perdue, les vies humaines perdues? À quoi ça servirait? Pour qu'on dirige qui? Des arbres? Ça n'a pas de sens. Bref, on ne s'est pas lancé parce qu'on ne craint pas l'échec sur le terrain. Ça n'a rien à voir. Nous sommes supérieurs à toutes ces petites armées inutiles-là. Nous sommes supérieurs. Bien. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les structures internationales qui sont reconnues aujourd'hui. Notre armée est 8e sur le continent. Ce n'est pas que sur l'écrit, mon cher frère. Ce n'est pas que sur l'écrit. Ce n'est pas pour rien que ces voyous utilisent des guerres asymétriques contre nous, parce qu'ils savent que dans une guerre classique, en une journée, ils vont être défaits. En une journée. La vie humaine est plus importante que l'ego. Bien. Alors, le président est en tournée. Il est déjà revenu. Ah, il est revenu. Ah, on n'avait pas les dernières infos. Il a fait Luanda, ensuite Belgique et tout ça. Ici, les gens disaient, tiens, on a repris avec les voyages. Non, mais je viens de vous expliquer ici que nous avons un devoir en tant que Congolais de casser une pensée qui a présenté notre pays comme étant, d'une part, une réserve mondiale où tout le monde pouvait venir piocher comme il voulait, plutôt que de venir dealer loyalement, légalement avec le gouvernement. Et d'autre part, ceux et celles qui pensent qu'il faille déstabiliser le Congo pour qu'on n'ait pas une Chine en Afrique. Il faut que nous ayons le travail d'aller dire à ces nouvelles générations que ce n'est pas ça. Vous pouvez venir travailler avec nous et tirer votre bénéfice sans qu'on passe par les cases de tout ce qu'on a connu depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et si on ne le fait pas par la diplomatie, si le premier citoyen de la RDC ne le fait pas, qui le ferait? C'est tout à fait normal que le chef de l'État voyage. C'est tout à fait normal qu'il voyage. Deuxième chose. Oui. Nous avons un très grand pays à développer. Vous avez circulé dans l'arrière-pays pendant la période de la campagne électorale et même avant. Vous avez vu l'absence d'infrastructures.
vous avez vu l'absence de développement dans nos entités décentralisées. Et vous savez très bien que nous ne pouvons pas développer l'arrière-pays rien qu'avec de la volonté, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut aller vers ceux qui tiennent les finances du monde. L'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu le plan Marshall. Et vous allez vous rendre compte que tant que nous n'aurons pas accès à l'argent, nous n'allons pas développer nos pays. Parce que ce que nous réalisons comme recette permet à ce qu'on puisse faire tenir le pays, l'armée, les fonctionnaires, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Mais pour qu'on fasse des investissements. Par exemple, aujourd'hui, Inga 3, Inga 4 a besoin de 20 milliards de dollars. Demain, pour le réseau routier de la RDC, il faut à peu près 15 milliards de dollars. Pour réaliser la montée d'une compagnie aérienne convenable ici, il faut à peu près 1 milliard de dollars. Tout cela demande à ce qu'on aille vers ceux qui tiennent la bourse. Il ne faut pas s'en cacher. Et ceux qui tiennent la bourse aujourd'hui sont connus. Au-delà d'aller chez les BRICS, il faut aller vers le vieux continent. Il faut négocier avec les Turcs. Il faut négocier avec les Asiatiques. Il faut négocier avec ceux qui tiennent le FMI et la Banque mondiale, encore que là-bas, au-delà de 500 millions, c'est compliqué. Donc bref, il faut aller vers ceux qui ont l'argent. Il ne faut pas se cacher, mon frère. Il ne faut pas se cacher. Parce que nos réalisations en termes mensuels ici atteignent difficilement le milliard. Donc si il faut qu'on tienne notre budget de 10 ou 12 milliards, ça va permettre de tenir les payes des fonctionnaires et ainsi de suite. Mais l'investissement comme tel qui peut aujourd'hui être porteur de développement, nous avons besoin de cash. Si on n'a pas de cash, il n'y aura pas de grands chantiers qui seront ouverts. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Si aujourd'hui il faut faire une voie ferrée de grande vitesse entre Kinshasa et Lubumbashi, il faut à peu près 4 ou 5 milliards de dollars. Où est-ce qu'on va l'avoir? Il faut aller vers ceux qui ont l'argent. Et il faut que le premier citoyen aille négocier avec eux sur des bases claires. Et ensuite, le gouvernement prend le relais pour légaliser l'affaire. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Quand vous voyez le président turc voyager, le président chinois voyager, alors que leurs pays sont très riches, et vous pensez vraiment que nous, on a besoin d'un chef de l'État qui ne bouge pas? Mais vous rêvez. Il faut de temps en temps sortir et chercher des sous. Il le faut, mon cher frère. Vous, tel que vous êtes là, vous êtes papa, vous êtes Jean-Pierre Kahemé que je connais. Vous avez votre entreprise, vous avez l'argent. Mais chaque matin, vous sortez, non? Vous sortez pour aller chercher, pour faire mieux. Aujourd'hui, peut-être vous gagnez de l'argent qui vous permet à ce que vos enfants fassent des bonnes études, votre famille vive dans l'aisance. Mais si demain, vous commencez à imaginer qu'il faille pour vous aller construire une ferme chez vous, dans le Kasaï, vous avez besoin d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à la banque. Vous allez vous déplacer vous-même. Vous n'allez pas envoyer votre cousine. Et lorsque vous y allez vous-même, c'est pour négocier, pour avoir un prêt de 100, 200 000 dollars. Mais c'est la même chose avec un pays. Qu'est-ce qu'on aura qu'on n'a pas eu au mandat précédent? On a fait tellement de voyages. Est-ce qu'il y a eu des retombées? Mais bien sûr qu'il y a eu des retombées. Parmi ces retombées, c'est qu'aujourd'hui, à part le Rwanda, nous n'avons aucun problème avec les autres pays limitrophes. Les retombées, c'est qu'aujourd'hui... On pointe souvent un doigt accusateur sur l'Ouganda. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec ces voyages, nous avons pu obtenir beaucoup de soutien dans des projets phares tels que le PEDEL 145, tels que la gratuité de l'enseignement, tels que les programmes de développement et des études au niveau de INGA pour le développement de l'hydrogène liquide. Et il y en a des nombreux comme ça en termes de projets, en termes de réalisations qui ont été faits. Aujourd'hui, si ma province du Maïnomé respire, c'est grâce au paiement de crédit carbone, c'est grâce au voyage du chef de l'État, grâce à sa participation au niveau des conférences sur les questions climatiques. Donc tout cela sont des retombées. Alors pour ce mandat qui commence, il ne faut pas aller loin. Il faut regarder le programme du gouvernement, du chef de l'État lors de la campagne. Et son programme ne se décline que dans la sécurité, dans le développement et dans le social. Il ne faut pas chercher ailleurs. L'Europe nous a menti tout ce temps où l'on pensait que l'Europe ou encore les États-Unis feraient miracle chez nous. À mon humble avis, l'Europe et les États-Unis ne sont plus capables aujourd'hui d'apporter des réponses aux problèmes qui sont les nôtres, les problèmes qui sont énergétiques, d'infrastructures, de santé, de formation. Ils nous ont bernés. Nous devons nous tourner vers l'Asie. L'avenir, c'est les coopérations sud-est. L'Ouest a des sérieux problèmes d'abord pour son propre existence. Donc aujourd'hui, nous devons nous tourner vers les pays comme la Turquie, comme la Chine, comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis, pour trouver les débouchés pour la formation de nos enfants.
pour trouver la possibilité d'investissement sérieux et pour trouver des capitaux qui vont permettre à ce qu'on puisse soutenir des projets de grande envergure. Attention à ne pas surendetter la République. Non, mais attendez. Moi, ceux qui ont l'habitude de dire qu'il ne faut pas surendetter la République, mais ce sont des grands blagueurs. Les plus riches dans ce monde ici, si on doit citer même le premier d'entre eux, Elon Musk, qui a créé X et SpaceX et Tesla. Elon Musk a une dette qui encourt presque le 2 ou le 3 milliards de dollars. L'Europe, les États-Unis ne vivent que de la dette. Mais attendez, comment vous allez évoluer si vous ne vous endettez pas? Le problème, c'est d'éviter de faire des éléphants blancs, par exemple. Vous vous endettez pour aller construire des manèges pour les enfants. C'est ridicule. Vous vous endettez pour aller construire, je ne sais pas, un pavillon balnéaire. C'est ridicule. Mais lorsqu'il faut s'endetter, par exemple, pour financer une route d'intérêt général qui va, par exemple, quitter le Grand Kasaï jusqu'à Kisangani, une telle route nationale, d'abord, va créer le développement, permettre la fluidité des marchandises et donc créer la richesse, et permettre aussi à l'État d'imposer des péages qui vont donner de l'argent dans la caisse de l'État. S'il faut s'endetter pour Inga 3, Inga 4 et commencer à créer de l'hydrogène liquide avec toute l'eau du fleuve qui s'en va gratuitement dans l'océan, et que demain nous devons vendre cet hydrogène liquide, mais c'est des millions. Si nous devons nous endetter pour soutenir l'agriculture, pour qu'on puisse industrialiser notre agriculture, voilà des bons endettements. Mais ceux qui disent qu'il ne faut pas endetter le pays, il ne faut pas endetter le pays, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Aujourd'hui, quel est cet homme d'affaires, à moins qu'il soit un héritier, encore que, qui peut évoluer sans une dette à la banque? Il faut un accompagnement financier. Il faut un accompagnement financier, ce n'est pas interdit. Le problème, c'est d'éviter de jeter cela dans des éléphants blancs. Évidemment. Jean-Thierry Monsenepo, qui est sur notre plateau aujourd'hui, la matière qui coule avec beaucoup d'aisance. Le président est revenu, il trouve l'affaire Okende sur sa table. La famille n'est pas d'accord avec le procureur. Il a rejeté les conclusions de son enquête. On est encore loin du bout du tunnel, c'est ça? Je ne pense pas. C'est vrai que des fois la justice, elle nous énerve, mais elle est la justice. Vous savez, lorsque des fois vous avez un cas de meurtre et que vous voyez aux États-Unis, là je parle, le meurtrier coopérer avec le procureur et qu'il voit sa peine réduite, les familles ont mal. Mais c'est ça la justice. Et la justice, dans les cas des meurtres et des enquêtes comme celui du regretté honorable Chérubin, que je pleure chaque jour, puisque c'était une intelligence pour notre pays et un ami, nos enfants sont même amis, c'est qu'en réalité, la justice ne travaille que sur des éléments qui sont en sa possession. Ce n'est pas pour rien que lorsque le procureur Vondé a pris cette affaire, en instruisant les parquets, il a fait un appel à témoins pour demander à ce que tout celui qui pouvait avoir la connaissance, l'information, des idées sur la question du meurtre ou de la mort de notre frère, qu'il puisse apporter ça à la justice. Et le deuxième élément que la justice utilise, ce sont les résultats des enquêtes médico-légales. Et pour ce faire, le chef de l'État avait instruit au gouvernement, via le ministre de la Justice, qu'il y ait une aide ouverte des structures étrangères qui peuvent apporter leurs intelligences aux enquêtes. Et pour ce faire, il y a eu la police scientifique belge, la police scientifique sud-africaine, les médecins légaux de la MONUSCO et les bureaux conjoints de droits de l'homme des Nations Unies, ici en RDC. Tous ont accompagné les enquêtes du parquet et sont tombés sur la même conclusion. Alors, qu'il y a eu suicide, tel que présenté par le procureur Vondé. Alors, qu'il y ait des gens qui soient frustrés par ces résultats, libre à nous, libre à ces personnes. Mais est-ce qu'il faille remettre en question ce que dit la justice? Est-ce qu'on a des éléments contraires? Parce que la justice est factuelle. Lorsque l'on dit que je ne suis pas d'accord avec tel fait, voilà les faits que moi je peux présenter. Est-ce que vous comprenez le rejet dans l'opinion de ces conclusions? Bien sûr. C'est tout à fait normal. On dit c'est surréaliste. C'est tout à fait normal qu'il y ait une opinion qui pense comme ça, parce que je ne vois pas une opinion unique dans quoi que ce soit. Quelle est cette matière où tout le monde est d'accord? Même Jésus-Christ
n'aligne pas tout le monde. Et vous-même, en réfléchissant, quand vous lisez les conclusions de cette enquête, vous dites que ça corrobore, que c'est normal, enfin, que c'est bon, ça s'est passé comme ça. Étant donné donc vous que avez un doute quelque part. Je ne l'ai pas en ma possession parce que le doute doit être établi sur le fait qu'on ait une partie de la vérité qu'on peut confronter aux éléments qui vous sont présentés. Ouais. Mais je n'ai pas une partie de cette vérité. Je n'en ai pas. Donc les seuls éléments que j'ai, c'est ce que nous avons pu constater. C'est ce rapport. Maintenant, on va douter. Oui, mais sur base de quoi? La famille veut avoir accès aux procès-verbaux, comprendre qui ont été interrogés. Mais c'est tout à fait légitime. Et je pense que la justice devrait aider la famille à avoir toute la vérité sur cette question. C'est important parce que c'est aussi psychologique. Une telle perte d'une personne d'une si grande valeur, l'icône d'une famille, d'un pays même, il faut le dire, d'une contrée, ce n'est pas facile sur le plan psychologique. Alors l'accompagnement de la justice, c'est aussi en laissant libre cours à l'accès à l'information, c'est important. Vous pensez comme certains plutôt, comment réagissez-vous à ceux qui pensent que l'affaire Okende est une véritable patate chaude entre les mains du président? Je ne partage pas cette idée pour la simple raison qu'il n'y a pas crime d'État. Parce qu'il n'y a pas de mobile qui aujourd'hui peut lier une quelconque institution de la République à la mort de notre regretté frère. Parce que notre frère qui est décédé aujourd'hui n'avait pas une posture dérangeante par rapport au pouvoir ou par rapport aux institutions. Il venait de sortir d'un gouvernement où il avait des bons rapports, non seulement avec ses collègues, mais aussi avec le Premier ministre et le chef de l'État, avec les services qu'il commandait, notamment la RVA, ONATRA et que sais-je encore. Donc, on a ici affaire à quelqu'un qui avait des bonnes relations avec l'État, avec les institutions, avec le pouvoir en place. Et même lorsque Chérubin prenait la parole, c'était des propos qui pouvaient vous pousser à réfléchir. Parce qu'attendez, ne vous leurrez pas. Le pouvoir a besoin de l'opposition parce que l'opposition est un miroir. Là, je parle d'une opposition républicaine, pas de celle qui va pactiser avec le diable ou qui passe son temps à insulter les gens. Je parle d'une opposition républicaine qui emmène une antithèse. C'est une opposition miroir et c'est cette opposition que Chérubin a toujours faite. Vous ne voyez pas les raisons pour lesquelles quelqu'un... Il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas de mobile. Donc, le chef de l'État, d'ailleurs, était parmi les premiers à demander au gouvernement de mettre tous les moyens possibles pour élucider cette affaire. Alors, on dit que ces conclusions ne sont conformes ni à la justice, encore moins à la vérité. Mais écoutez, ceux qui le disent encore une fois, ont-ils des éléments contraires? C'est bien de le dire, c'est bien de le formuler, mais il faut apporter des éléments parce que la justice n'est que factuelle. La justice n'est que factuelle. On va dire un mot sur, notamment, allez, les choses vont vite. Les protestants qui appellent au dialogue, à mettre les filles et fils du pays ensemble pour parler paix et sécurité. L'Église protestante, une proposition qui arrive après nos mains ou il faut encore attendre un peu? Non, mais attendez. Il n'y a pas de moment où il faille faire un dialogue ou un autre où il ne faut pas le faire. Encore que l'Église protestante peut prendre le leadership pour convoquer un tel dialogue. Nous allons y aller. Nous allons y aller. Les Congolais vont y aller. Qu'est-ce qui leur empêche de faire un dialogue? De convoquer les Congolais pour réfléchir sur la paix. Ce n'est pas interdit. Pour moi, le dialogue est un processus permanent. Surtout que culturellement, nous, en tant que Muntu, nous avons toujours l'habitude de régler nos différends via le dialogue, ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Donc ici, si l'Église protestante pense qu'en ce moment, il faille réunir les filles et les fils du Congo, je pense que c'est bien tombé et à leur aise de convoquer qui ils veulent, à quel moment, sur base de quel sujet. Pourquoi ce ne serait pas le président qui prendrait l'initiative? Par exemple, on a besoin de la cohésion à ces moments, appeler tel autre... Il n'y a pas de crise institutionnelle pour que le chef de l'État puisse prendre une telle initiative. En ce qui concerne la question de la guerre de l'Est... Il n'y a pas de crise institutionnelle, évidemment, mais le pays est en guerre. Voilà. Ouais. Il ne faut pas attendre que le président vous appelle. Il ne faut pas attendre. Nos jeunes frères, qui pour la plupart aujourd'hui sont à l'Est, qui par les Twitter, par des messages,
via la société civile, se battent chaque jour pour résister à l'ennemi, ils n'ont pas besoin d'un dialogue. Pourquoi il y a seulement quelques individus qui, eux, ont besoin qu'on les convoque pour qu'ils puissent se positionner pour ce pays? Depuis que cette agression a commencé, quel est le message de leur part qu'on a enregistré pour dire non à cette agression? Pourquoi il faille nécessairement une convocation du chef de l'État pour qu'on les entende parler? Ça, c'est aussi de la caprice. Et le pays ne peut pas marcher comme ça. Lorsque la maison brûle dans le village, vous n'avez pas besoin que le propriétaire de la maison vous appelle pour vous dire, voilà, emmenez l'eau pour éteindre le feu. Vous courez d'abord pour prendre l'eau et vous venez éteindre. Ensuite, vous lui demandez comment ça s'est passé. C'est comme ça que nous, en Afrique, on agit. Est-ce que le Premier ministre sera finalement désigné ce week-end comme le président est de retour? Cela dépend du travail du formateur. S'il a terminé son travail, je pense que nous allons savoir quand est-ce qu'il va le donner au chef de l'État. Et ce n'est qu'à l'issue que le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, va faire le choix sur le prochain chef du gouvernement. Vous avez une idée par rapport au profil? Le profil, comme on l'a toujours dit, il faut que ce soit une personne qui soit épris de l'amour du Congo, de probité morale irréprochable, d'expérience, rassembleur, et aussi quelqu'un qui puisse demain être prêt à se sacrifier pour la cause nationale. Il y a une bataille rude pour le gouvernoral, notamment ici à Kinshasa. Les gens se battent des part et d'autre. Vous n'avez pas d'ambition jusque-là. Vous n'êtes pas candidat sénateur, vous n'êtes pas candidat gouverneur non plus. Mon ambition, c'est le Congo. Je le fais. Je ne suis pas obligé d'être gouverneur ou sénateur pour le faire. Je le fais. Où que je sois, je n'ai pas besoin de tout ça. Que je me batte pour le développement de mon pays. Je crée des structures qui donnent de l'emploi aux Congolais. Je participe à des réflexions. Je donne des propositions. Je prends ma parole lorsqu'il s'agit de mon pays. Je n'ai pas besoin d'avoir des ambitions quelconques. Mais si demain la République m'appelle où que ce soit, je vais y aller. Mais en ce qui me concerne personnellement, je me bats. Vous êtes allé en contentieux, c'est ça? Oui, effectivement, mais nous attendons la réponse de la justice. Voilà. Vous avez une préférence pour l'Hôtel des Villes parmi les quelques candidats qui ont déjà exprimé leurs ambitions? Je n'ai pas encore lu la liste des candidats. Il faut me donner le temps de le lire et je pourrai me prononcer, soyez-en sûrs. Passez un message au public. Le message, il est simple, c'est l'unité nationale. Nous n'avons pas besoin qu'on nous appelle ou qu'on nous convoque par rapport à ça. Aux leaders politiques, aux leaders d'opinion, de se prononcer contre ce mal qui ronge notre pays depuis 1996, cette agression inutile. Et nous devons, pour que nous puissions gagner cela, être unis. Et cette unité, on n'a pas besoin à ce qu'on puisse sonner le tocsin pour ça. C'est une unité où chacun d'entre nous, là où il est, doit prôner Congo, doit se battre pour l'unité du pays. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci également au public. Vous avez pris le temps de suivre, on espère bien avec délectation, cet entretien. Portez-vous bien. Bonsoir.